Et si je vous disais que tout ce que votre grand-père vous a appris sur la pêche en début de saison est complètement faux? Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du mois de mars, ce mois maudit où l'eau est glaciale et où vous passez des heures à ramener votre leurre avec la lenteur d'un escargot, persuadé de bien faire. On vous a répété 100 fois qu'un brochet en eau froide est à moitié mort et qu'il ne se déplacera pas pour une proie rapide. Résultat, vous rentrez bredouille. Mais ce que je m'apprête à vous révéler va totalement bouleverser votre approche de l'eau froide. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi votre prétendue pêche technique et appliquée ne fait qu'endormir le poisson. Préparez-vous à un choc, car la vérité est brutale. Pour réveiller un brochet congelé, la douceur est votre pire ennemi. D'ailleurs, posez-vous la question. Combien de gros poissons vous ont suivi jusqu'au bord la semaine dernière sans jamais mordre? Dites-le moi en commentaire. On va régler ce problème ensemble. C'est un fait indéniable. Le mois de mars est redouté par l'immense majorité des pêcheurs de carnassiers. L'hiver s'attarde, les températures font le yo-yo. Et les bredouilles s'enchaînent avec une régularité déprimante. Du coup, une règle d'or s'est installée sur toutes les berges, transmise comme une vérité absolue. L'eau est en dessous de 10 degrés, donc le métabolisme du poisson est au plus bas. Et la conclusion que tout le monde en tire, c'est qu'il faut utiliser de gros leurres et les ramener extrêmement doucement, de manière totalement linéaire, pour ne pas effrayer ou fatiguer le prédateur. C'est rassurant de faire comme tout le monde. On s'applique, on mouline lentement, on compte les secondes. Les pêcheurs reproduisent ce schéma mécaniquement, année après année, en acceptant l'absence de touche comme une fatalité liée à la météo. Mais c'est justement cette certitude aveugle, cette habitude profondément ancrée, qui vous prive de captures mémorables. Il est temps de comprendre ce qui se passe vraiment sous la surface. Imaginez la scène. Il est 7 heures du matin. Vous êtes au bord de l'eau, l'air est glacial, la brume flotte à peine au-dessus de la surface sombre du lac. Vous savez que l'eau dépasse à peine les 6 ou 7 degrés. Vos doigts sont engourdis par le froid mordant de ce mois de mars imprévisible. La règle d'or, celle que tout le monde répète sans cesse, résonne dans votre tête comme un mantra incontestable. L'eau est froide, alors il faut pêcher doucement, extrêmement doucement. Vous lancez votre gros leurre souple, un classique incontournable, et vous commencez à mouliner au ralenti. Un tour de manivelle, une pause, un autre tour de manivelle. Vous ramenez votre montage avec une lenteur presque désespérante, persuadé que c'est la seule et unique façon de déclencher une attaque. Vous imaginez un gros carnassier, tapi sur le fond, complètement apathique, incapable de faire le moindre effort pour chasser. Vous passez des heures à répéter ce même mouvement hypnotique, presque endormant pour vous-même. Mais la vérité frappe fort. Les touches sont totalement inexistantes. Rien. Pas le moindre toc dans la canne. Vous commencez à douter de votre poste, de la couleur de votre leurre, de la météo. Et si je vous disais que le problème ne vient pas du poisson, ni de la couleur de votre leurre, mais bien de cette satanée lenteur? Cette croyance selon laquelle il faut ramener son leurre à la vitesse d'un escargot asthmatique ne vient pas de nulle part. C'est un héritage direct des anciens pêcheurs, une sorte de transmission de génération en génération. On nous a toujours expliqué qu'un poisson est un animal à sang-froid. Par conséquent, son métabolisme ralentit drastiquement lorsque la température de l'eau chute en dessous de 10 degrés. C'est une vérité biologique indéniable. Mais là où la logique dérape complètement, c'est dans l'interprétation de ce fait scientifique par les pêcheurs. Sous prétexte que le poisson est ralenti, on en a déduit qu'il ne se déplacerait que pour une proie facile, presque morte, qui nage au ralenti devant sa gueule. C'est le fameux dogme de la pêche hivernale et du début du printemps. On s'imagine que toute accélération soudaine de notre leurre va décourager le prédateur, qu'il va abandonner la poursuite car cela lui demanderait une dépense d'énergie trop importante.
C'est une vision très romantique, très théorique, mais qui oublie totalement l'instinct primaire de notre partenaire de jeu. À force de vouloir faciliter la tâche du prédateur, on finit par lui proposer une proie qui manque cruellement de vie, de réalisme et surtout d'attrait provocateur. On oublie l'agressivité naturelle de cette espèce fascinante. Parlons de la véritable réalité physiologique de notre cher prédateur en ce début de saison. En ce mois particulièrement instable, les femelles sont souvent en phase de préparation pour la reproduction, ou bien elles viennent tout juste de terminer ce cycle épuisant selon la région où vous habitez. Dans tous les cas, leur niveau d'énergie est effectivement particulier. Mais attention, particulier ne signifie absolument pas végétatif. Un prédateur reste un chasseur redoutable, programmé par la nature pour réagir à des stimuli bien précis. Si vous lui présentez une proie qui se traîne lamentablement sur le fond, sans le moindre écart de conduite, sans la moindre vibration erratique, vous ne stimulez que son appétit. Or, s'il n'a tout simplement pas faim à cet instant précis, votre leurre va passer inaperçu ou pire, il va l'ignorer royalement. Le grand secret réside dans la provocation. Un poisson apathique ne va peut-être pas faire 10 mètres pour avaler un petit poisson malade, mais il attaquera par pur réflexe, par nervosité ou par agacement, si un intrus a l'audace de faire un mouvement brusque juste devant son nez. C'est l'instinct de territorialité qui prend le dessus sur l'instinct de nutrition. Il attaque pour tuer l'intrus, pas forcément pour le manger, et c'est tout ce qui nous intéresse au fond. Prenons l'exemple de la technique reine que l'on voit partout sur les berges, la pêche en linéaire pure, avec un gros leurre souple de type shad. Vous lancez loin, vous laissez couler jusqu'au fond et vous commencez à ramener. La queue de votre leurre bat la mesure avec une régularité de métronome. Tac, 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 tac. Les vibrations sont constantes, la vitesse est lisse, la trajectoire est parfaitement rectiligne. Sur le papier, cela ressemble à une proie facile. Mais dans la réalité d'une eau froide, cette monotonie est le meilleur somnifère que vous puissiez offrir aux poissons. C'est une véritable berceuse subaquatique. Le carnassier capte les vibrations de loin grâce à sa ligne latérale hypersensible. Il a largement le temps de se positionner, d'analyser la chose qui approche, de juger son allure prévisible et finalement, de décider que cela ne vaut pas la peine de bouger une nageoire. La prévisibilité est votre pire ennemi à cette période de l'année. Quand l'eau est froide, le poisson a besoin d'être surpris pour commettre une erreur de jugement fatale. Si votre animation est tellement lente et lisse qu'elle permette au poisson d'examiner votre montage sous toutes les coutures, vous perdez presque systématiquement la bataille psychologique. C'est ici qu'entre en jeu la différence capitale entre la touche de nutrition et la touche de réaction. Les vieux briscards de la pêche le savent bien, mais c'est une notion qui a tendance à se perdre dans les tutoriels modernes. La touche de nutrition, c'est quand le poisson a faim. Il cherche activement à se remplir le ventre pour survivre. Dans une eau glacée, ces fenêtres d'alimentation sont extrêmement courtes, parfois limitées à une petite demi-heure par jour. Si vous misez toute votre stratégie sur la faim du poisson, vous risquez de passer une journée très longue et très frustrante au bord de l'eau. En revanche, la touche de réaction exploite un défaut de court-circuit dans le système nerveux du carnassier. Imaginez qu'on vous jette soudainement une balle au visage, alors que vous êtes à moitié endormi dans votre canapé. Vous n'allez pas réfléchir, vous allez lever les mains par pur réflexe pour bloquer le projectile. C'est exactement ce qui se passe sous l'eau. Une accélération brutale, un changement de direction inattendu ou un soubresaut de votre leurre va court-circuiter le cerveau primitif du prédateur. Il ne se demande plus s'il a faim ou non, ses mâchoires se referment par un pur réflexe de survie ou d'agressivité territoriale aveugle. C'est cette touche précise que nous voulons provoquer. Laissez-moi vous raconter une scène classique que vous avez probablement déjà vécue ou que vous vivrez inévitablement un jour. Vous êtes sur une barque, le vent s'est calmé, la surface de l'eau est un véritable miroir.
vous ramenez votre leurre avec une lenteur majestueuse jusqu'au bateau. Vous regardez dans l'eau claire, et là, à 1 mètre derrière votre leurre, une masse sombre vous suit. C'est un magnifique spécimen imposant, les nageoires pectorales grandes ouvertes. Il avance exactement à la même vitesse que votre plastique. Vous retenez votre souffle, votre cœur s'emballe dans votre poitrine. Vous n'osez plus changer quoi que ce soit à votre mouvement de peur de l'effrayer. Vous continuez à mouliner lentement, terriblement, lentement. Et que se passe-t-il au moment où le leurre arrive à la surface? Le poisson ouvre légèrement la gueule, fait un petit quart de tour dédaigneux, donne un coup de queue paresseux et redescend vers les profondeurs obscures, vous laissant là, tremblant d'adrénaline et de frustration pure. Pourquoi n'a-t-il pas pris? Parce que votre lenteur constante l'a mis dans un état de curiosité passive. Mais rien du tout ne l'a poussé à passer à l'acte. Il manquait l'étincelle, le petit déclic de panique insensé qui transforme un poisson suiveur en un poisson piqueur. La solution pour réveiller ces poissons presque hypnotisés réside dans l'art complexe de briser la cadence. Oubliez un instant la manivelle de votre moulinet et concentrez-vous exclusivement sur le sion de votre canne. C'est lui qui va devenir votre véritable baguette magique. Au lieu de ramener votre leurre comme un robot programmé pour être ennuyeux, introduisez le chaos contrôlé dans votre animation. Vous pouvez tout à fait garder une récupération globale qui reste modérée, car il ne s'agit pas de pêcher à la vitesse de l'éclair comme on le ferait en plein mois d'août. Mais au milieu de cette lenteur générale, il faut intégrer des coups de poignet secs et très courts, des petits tresseaux soudains et agressifs. Imaginez une proie blessée qui semble à l'agonie, qui nage lentement, puis qui est soudainement prise d'une convulsion violente avant de s'immobiliser à nouveau. Ces petits coups de sion vont faire un écart fulgurant à votre leurre sur quelques centimètres seulement. C'est ce flash lumineux sur les flancs, ce déplacement d'eau soudain et ce changement brutal de direction qui va envoyer un signal d'alarme retentissant à la ligne latérale du carnassier. Ce contraste absolu est la clé pour déclencher des attaques mortelles. Pour mettre en pratique cette théorie de la convulsion provocatrice, il existe une famille de leurres particulièrement redoutables à cette époque précise de l'année. Les poissons nageurs à bavette allongée, et plus particulièrement ceux qui ont la densité parfaite pour rester en suspension totale dans la colonne d'eau. On les appelle généralement les modèles suspending. Quand l'eau est véritablement glaciale, ce morceau de plastique dur est votre meilleur allié. La technique est d'une simplicité enfantine, mais d'une efficacité totalement redoutable. Vous donnez 2 ou 3 grands coups de sion d'une violence mesurée pour faire zigzaguer le leurre sous la surface. Il va flasher sur ses flancs et déplacer énormément d'eau, imitant à la perfection un petit poisson blanc pris d'une panique absolue. Puis, vous arrêtez absolument tout mouvement. Vous rendez la main, vous laissez la ligne se détendre très légèrement et vous attendez le cœur battant. Le leurre va s'arrêter net et rester figé sur place, immobile comme une statue de marbre, en plein milieu du vide aquatique. C'est lors de cette pause prolongée, qui peut parfois durer de très longues et interminables secondes, que le prédateur craque complètement. Attiré par la violence du mouvement initial, il vient cueillir cette proie paralysée. Il y a un autre mythe tenace et particulièrement destructeur qu'il faut absolument rayer de la carte aujourd'hui. C'est l'idée absurde selon laquelle, en mars, toutes les proies naturelles nagent forcément doucement à cause du froid ambiant. C'est totalement faux et illogique. Avez-vous déjà observé des petits poissons blancs se faire pourchasser par un gros brochet ou une grosse perche en eau très froide? Je peux vous garantir sur l'honneur qu'ils ne se déplacent pas au ralenti, en attendant poliment de se faire broyer. Quand un banc d'ablettes ou de gardons se sent menacé de mort imminente, la panique est totale et les mouvements de fuite sont explosifs, et ce,
quelle que soit la température mesurée de la rivière. La proie déploie l'intégralité de son énergie dans une fuite désespérée, produisant des accélérations d'une vitesse fulgurante, même si elle doit mourir d'épuisement quelques minutes après coup. En pêchant avec trop de délicatesse, avec des imitations sans vie, vous allez totalement à l'encontre du schéma naturel d'une véritable chasse. Le carnassier sauvage connaît ce comportement naturel par cœur. Il sait qu'une proie vraiment en danger de mort va se comporter de manière complètement désordonnée et frénétique. Une autre erreur technique monumentale liée à ce fameux dogme de la lenteur hivernale concerne le choix du poids des têtes plombées que vous utilisez couramment avec vos leurres souples. Par peur de pêcher beaucoup trop vite ou de faire descendre le leurre trop brusquement vers le fond, la majorité des pêcheurs allègent leur montage à l'extrême limite. Ils utilisent des têtes de 5 ou 7 grammes dans des zones battues par le vent, où 15 grammes seraient largement nécessaires. L'idée reçue est d'obtenir une phase de descente planante et majestueuse. Sauf que, la plupart du temps, cette descente beaucoup trop molle et prévisible ne déclenche aucune agressivité territoriale. Essayez plutôt de faire exactement l'inverse dès votre prochaine sortie. Surplombez volontairement votre leurre fétiche. Mettez une tête plombée agressive et bien lourde. Lancez, laissez couler au fond et donnez des coups de sion vers le haut très énergiques pour décoller brutalement le leurre de la vase. Dès que vous baissez la pointe de votre canne, le leurre va retomber comme une enclume, soulevant un beau nuage de sédiments à l'impact. Ce mouvement vertical hyper agressif, avec une vitesse de chute très rapide, pousse le poisson à réagir par pur réflexe de défense ou de surprise foudroyante. Parlons maintenant un peu de l'évolution météorologique tout au long d'une journée typique du début de notre cher printemps. Le matin de bonne heure, quand le givre blanc recouvre encore l'herbe humide des berges, l'eau est à son niveau thermique le plus bas de la journée. À ce moment précis, d'accord, on peut tolérer qu'une pêche globale légèrement moins rapide soit de mise, à condition de garder nos fameux écarts imprévisibles. Mais le pêcheur moyen et obstiné va conserver exactement ce même rythme léthargique jusqu'au soir. C'est une erreur de stratégie stratégique colossale qui coûte cher en poisson. Avec l'arrivée du soleil éclatant au zénith, et même si l'air extérieur reste piquant, les rayons solaires puissants vont pénétrer et chauffer les premières couches d'eau. La température de la surface peut gagner 1 ou 2 précieux degrés en l'espace de 2 ou 3 heures à peine. Ce minuscule réchauffement de rien du tout est perçu par l'écosystème entier comme une alarme de réveil naturel. Le métabolisme des petits organismes s'accélère très légèrement et les gros prédateurs adaptent instantanément leur rythme de chasse. Si vous continuez à ramener au ralenti l'après-midi, vous êtes complètement hors jeu face à un poisson qui s'est réveillé de sa torpeur matinale. Ce phénomène merveilleux de réchauffement naturel nous amène très directement à la notion cruciale du choix des bons postes de pêche. Beaucoup de traqueurs de carnassiers s'obstinent aveuglément à chercher les poissons trophées dans les fosses abyssales de 15 ou 20 mètres de profondeur, persuadés à tort qu'ils y trouvent une sorte de confort thermique immuable. Et dans ces abîmes sombres, ils pêchent avec une lenteur accablante et inefficace. Pourtant, dès que le soleil brille fort, les hauts fonds remplis d'herbiers, les grands plateaux peu profonds et les bordures sauvages, exposées plein sud, deviennent de véritables aimants à brochets. Dans 1 mètre d'eau, ou même 80 centimètres à peine, la lumière chauffe incroyablement vite le fond sombre et vaseux. Les brochets sortent des fosses et viennent s'y poser furtivement pour emmagasiner la douce chaleur solaire, exactement comme de gros panneaux photovoltaïques à écailles. Sur ces zones peu profondes et lumineuses, une animation lente et traînante sur le fond est souvent synonyme d'accrochages incessants et surtout d'un grand manque d'attractivité visuelle. C'est au contraire le terrain de jeu idéal
pour animer sèchement et agressivement un beau leurre sous la surface pour provoquer les résidents. Si vous êtes un inconditionnel amoureux des leurres souples et que la simple idée d'utiliser des poissons nageurs durs en plastique vous donne des boutons, il va falloir alors repenser complètement la forme même de vos montages. Le très classique leurre avec une lourde queue en forme de battoir est fantastique l'été. Mais il est conçu avant tout pour brasser beaucoup d'eau sur une simple récupération linéaire sans fantaisie. Pour réussir à générer ces fameux mouvements erratiques redoutables dont nous parlons depuis le début, vous devez vous tourner vers des profils beaucoup plus aérodynamiques. Adoptez d'urgence les leurres souples très effilés, ceux qui ont une petite queue en forme de V de poisson, ou qui se terminent tout simplement par une pointe fine. Ces leurres n'ont absolument aucune action vibratoire par eux-mêmes si vous vous contentez de tourner bêtement la manivelle. C'est à vous, par l'intermédiaire exclusif du sion de votre canne, de leur insuffler littéralement l'énergie de la vie. Montés sur une tête plombée et pointue, ils deviennent de véritables petits missiles aquatiques dévastateurs. Un coup de sion sec et le leurre plonge à droite. Un autre coup sec et il part sauvagement à gauche, imitant la panique. Explorons maintenant ensemble une autre arme de destruction massive, absolument redoutable pour provoquer les mauvais réflexes des poissons en eau, particulièrement froide. C'est une catégorie de leurres malheureusement très souvent boudée et ignorée au mois de mars en raison de la brutalité et de la violence de son action vibratoire. Les fameux leurres denses sans bavette, plus connus sous le nom exotique de lames vibrantes. Ce sont généralement de fins morceaux de métal lourd ou de plastique compact, souvent remplis de petites billes métalliques très bruyantes, qui coulent comme des pierres vers les abysses. Quand on les ramène vivement, ces petits engins vibrent avec une fréquence tellement élevée et un bruit tellement infernal que cela peut sembler totalement fou et contre-intuitif d'utiliser ça quand la nature hivernale environnante est silencieuse, calme et endormie. Et pourtant, c'est justement cette formidable agression sonore et cette perturbation vibratoire absolue qui fait exploser les compteurs. L'idée de base n'est certainement pas de faire une petite promenade tranquille sur le fond. Vous lancez le plus loin possible, vous laissez couler rudement au fond et vous arrachez l'engin du sol avec un grand coup de canne autoritaire pour créer un tapage monstrueux. Prenons ensemble une autre situation climatique très classique qui illustre à la perfection cette fabuleuse dynamique d'agressivité. Imaginez que la météo calme et ensoleillée change brusquement en plein milieu d'après-midi. Le grand ciel bleu se couvre très vite de gros nuages gris menaçants. La pression atmosphérique chute brutalement en flèche et une forte brise glaciale commence à rider vigoureusement la surface de votre lac, créant un beau clapot désordonné et bruyant. Si vous restez borné et concentré sur votre petite pêche ultra lente et discrète du matin, vous allez tout bonnement rater la meilleure fenêtre d'activité frénétique de votre journée entière. Le vent soutenu crée d'importants courants de surface, brasse énormément l'oxygène dissous et surtout, il diminue très fortement la visibilité globale sous la surface agitée. Les prédateurs se sentent soudainement invisibles et en sécurité, cachés par ce plafond nuageux sombre et cette surface chaotique de vagues. C'est l'instant magique où vous devez oser décupler la vitesse de votre moulinet, donner des violents coups de sion furieux et désordonnés et faire flasher vos gros leurres au maximum. Vous devez surcompenser le grand chaos extérieur par une animation hyper agressive. Il faut d'ailleurs bien comprendre et assimiler que la toute principale barrière à cette redoutable technique de provocation permanente n'est pas du tout d'ordre technique ou liée au prix de votre matériel. Non, elle est purement et strictement psychologique. C'est l'état mental du pêcheur derrière la canne qui est le seul véritable frein au succès. Il est en effet terriblement difficile et troublant d'aller frontalement à l'encontre d'une solide habitude ancrée dans les esprits depuis plusieurs longues décennies de pratique. Quand on ne prend pas le moindre poisson depuis 4 heures, le tout premier réflexe profondément humain
est toujours de ralentir la cadence, de s'appliquer toujours davantage sur le geste, d'essayer de pêcher plus proprement, avec un fil plus fin, de manière beaucoup plus douce. C'est une réaction de défense très rassurante pour l'ego. On a la fausse impression de faire les choses avec une très grande application professionnelle. Mais traquer les grands carnassiers sauvages n'est pas du tout une simple affaire de délicatesse ou de bonne conduite distinguée. C'est le grand art de la manipulation sournoise des instincts primaires, sauvages et violents d'un grand animal prédateur des profondeurs. Il faut également s'entraîner dur pour développer une formidable capacité d'analyse qui est tout bonnement essentielle à votre réussite. Celle de savoir lire l'humeur changeante de l'eau et le tempérament du jour de vos poissons cibles. Sur un même grand lac de barrage, le même jour de mars, tous les brochets ne sont absolument pas réglés sur le même diapason comportemental. Vous pouvez très parfaitement capturer au lever du jour un très beau poisson léthargique, dans une fosse profonde avec une approche douce et bien mesurée, puis vous heurtez douloureusement à un mur de refus total le reste de la longue journée sur des dizaines de postes totalement similaires. C'est exactement là que la puissance de l'adaptabilité entre en jeu. La fameuse méthode brutale de la provocation erratique agit en réalité comme un formidable et redoutable outil de prospection ultra rapide. Elle vous permet de scanner et de peigner des hectares d'eau en un temps record pour débusquer les seuls individus actifs ou agressifs du secteur, au lieu de perdre 3 grandes heures à gratter méticuleusement un poste stérile au ralenti absolu, sans la moindre petite tape dans votre ligne. Soyez malin, soyez rapide, provoquez les poissons actifs. Revenons un court instant sur l'un des aspects comportementaux les plus incroyables et les plus paradoxaux de cette grande stratégie de l'agressivité assumée en pleine eau froide. Le rôle magistral, absolu et incontournable de la sainte pause. J'ai beaucoup parlé d'accélération très fulgurante, de coups de sion franchement violents pour éveiller l'attention, mais absolument rien de tout cela ne fonctionne correctement et ne porte ses fruits sans la divine sanction de l'arrêt total du leurre. C'est d'ailleurs l'erreur monumentale numéro 2 chez les passionnés de pêche au leurre. Soit ils pêchent uniformément lentement, soit ils s'excitent brutalement et animent comme des fous furieux de gauche à droite sans jamais daigner s'arrêter une seule seconde pour respirer. En ce début de printemps maussade, le contraste fulgurant est le seul grand maître mot de la réussite. Une animation très nerveuse et bruyante sert de grand aimant puissant pour capter et attirer l'attention du gros poisson de très loin dans l'eau sombre. Il se retourne, il nage, il s'approche rapidement pour regarder cette folle proie en panique. Mais au moment critique où il s'approche, il faut que la cible se fige net, comme frappée d'une crise cardiaque foudroyante. Pour réussir à réaliser tous ces petits écarts meurtriers avec une belle et grande précision chirurgicale, vous devez impérativement porter aujourd'hui un vrai regard très critique sur la qualité de votre propre matériel. On ne fait pas joliment bondir un bon leurre avec une canne beaucoup trop molle qui ressemble dangereusement à un bâton de guimauve en plastique. Si votre canne plie lourdement jusqu'au niveau du talon à la toute moindre sollicitation de votre poignet, elle va malheureusement absorber toute la précieuse énergie de votre coup de main. Le sion va beaucoup trembler dans l'air, mais loin sous l'eau opaque, le leurre continuera sa route très doucement, sans le tout moindre vrai changement de rythme violent ou d'écart latéral agressif. Il vous faut absolument un outil de travail doté d'une vraie grande action de pointe très rapide. Une canne que l'on appelle souvent raide, tactile et particulièrement sonore, qui est totalement capable de transmettre instantanément le moindre ordre nerveux de votre propre main, jusqu'au bout du leurre accroché au fond de l'eau. Le choix du fil dans le moulinet est d'ailleurs tout aussi vital. La tresse sans aucune grande élasticité est obligatoire pour fendre l'eau. En résumé clair et net, cette fameuse et très délicate période de transition climatique printanière exige de votre part une grande remise en question totale
frontale et brutale, de toutes vos veilles habitudes rassurantes au bord de nos lacs et de nos rivières. Oui, l'eau courante est encore très désagréablement froide. Oui, la belle nature endormie semble péniblement tourner au ralenti autour de nous. Mais c'est très précisément et exclusivement à cause de cette grande atonie générale et morose que vous devez coûte que coûte apporter du grand contraste flagrant et de la belle violence soudaine dans votre présentation sous-marine. Cessez de vouloir à tout prix vous fondre silencieusement dans le triste décor hivernal, avec de longues animations soporifiques qui endorment sérieusement tous vos espoirs de grandes captures records. Devenez sans aucune honte le grand élément fortement perturbateur de tout l'écosystème local. Soyez très bruyant, soyez imprévisible, et créez enfin du beau grand chaos maîtrisé sous l'épaisse surface de l'eau. Osez enfin abandonner la très ennuyeuse monotonie du simple moulinet linéaire pour adopter la grande nervosité salvatrice de votre canne, pour forcer des réactions explosives et inoubliables. Pour résumer, la clé de la réussite en Mars ne réside pas dans la lenteur absolue, mais dans l'art de créer un choc visuel et vibratoire. Arrêtez de draguer le fond comme si vous promeniez un chien paresseux. Le vrai secret, le moment où tout bascule, c'est cette alternance folle entre une violence inouïe qui mime la panique, suivie d'un arrêt de mort total, immobile et prolongé au milieu de l'eau. C'est ce contraste qui retourne le cerveau du brochet et transforme une simple curiosité polie en une attaque réflexe d'une agressivité phénoménale. En changeant ce simple paramètre dans votre tête et dans vos poignets, vous allez diviser par 10 le nombre de poissons suiveurs pour multiplier vos vraies touches fracassantes. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous évitera bien des bredouilles ce printemps. Si ce conseil a fait tilt dans votre esprit de pêcheur, n'hésitez pas à vous abonner massivement à la chaîne pour ne louper aucune de nos prochaines astuces tactiques. Pensez à fracasser ce bouton j'aime pour donner de la force au contenu. Et maintenant, dites-moi tout. Et vous, quelle est votre technique secrète personnelle pour réveiller un grand brochet endormi en mars? Dites-le moi dans les commentaires, je lis absolument tout le monde.